Bonjour à tous, bonjour de participer à ce webinaire qui est pour Agnès Tavel et moi-même une véritable première. Pour donc l'organisation, sachez que vous avez en bas un petit bouton questions-réponses, mais également un autre qui s'appelle Converser. C'est donc de poser des questions. On y répondra donc à la fin de nos interventions si vous le voulez bien. Donc, pour ma part, je m'appelle Edith Delbray-Sikorzanski, je suis avocat au barreau d'Avignon et médiateur professionnel. Alors, avocat depuis plus de 32 ans, puisque 10 ans à Marseille, 20 ans sur Avignon ou plus. Médiateur professionnel depuis 6 ans. Je suis également médiateur judiciaire et médiateur référencé de la consommation et en plus formateur labellisé EPML. Aujourd'hui, la thématique que nous avons choisie avec Agnès, qui se présentera également, est avocat en sortie de crise. Quelle solution? Alors, pourquoi ce titre avant tout? Alors, première idée qui nous vient, c'est crise sanitaire, crise économique. Mais au-delà de ce que l'on peut imaginer, il faut savoir qu'étymologiquement, le mot crise vient du grec krisis, qui veut dire nécessité de discerner, de faire un choix. Alors, les avocats sont aujourd'hui amenés à faire des choix et auront besoin plus que jamais de discernement du fait d'un contexte particulier. Alors, ce contexte, bien, si vous me permettez, en tant que médiateur, peut-être des formations, cette fois-ci professionnelles, qui sont amenées à faire des bilans passé, présent, futur. Eh bien, notre passé et notre futur, quel est-il en tant qu'avocat? On a des réformes à n'en plus finir, des grèves sans précédent que l'on a connues en début d'année, un chaos dans un milieu judiciaire qui n'a jamais été épargné durant ces dernières années. Schématiquement, tout a commencé avec la carte judiciaire, la réforme des procédures d'appel, la réforme du Code civil avec notre sacro-saint article 134 et autres du Code civil, sans compter sur le Code de l'organisation judiciaire, donc réforme applicable au 1er janvier et qu'on n'a pas vu malheureusement aujourd'hui la possibilité donc véritablement de l'éprouver avec des décrets d'application en plus qui ont été pris entre Noël et Jour de l'An. Nous ne remercions plus que jamais donc notre gouvernement. Alors, j'en passe très certainement, mais dans cette ambiance particulièrement électrique, où l'avocat, mais également l'humain, qui est derrière l'avocat, donc s'est retrouvé éprouvé, eh bien, il y a crise sanitaire, le sympathique Corona qui est venu donc nous perturber au niveau du fonctionnement de nos cabinets. Navré de vous dépeindre ce tableau, mais hélas, qui correspond bien à une réalité. Alors, que faire aujourd'hui dans ce véritable, on pourrait le qualifier de champ de mine? Besoin donc de faire des choix, besoin de discernement dans tout ce chaos, d'où le mot crise. Le temps est donc à la réflexion. D'ores et déjà, nous sommes préoccupés par des difficultés de nature juridique, avec toutes ces réformes, des difficultés de nature également technique. Comment nous allons rouvrir donc nos cabinets sans prendre de risques? Je dirais, n'en oublions pas non plus, et pour autant l'humain. L'humain, alors je parle bien évidemment des clients, mais également l'humain qui se trouve donc derrière la robe d'avocat. Et qui, à force de prendre des coups, eh bien, est peut-être là ou lassé d'en donner ou d'en prendre, tout simplement. Il faut savoir que certains avocats, aujourd'hui, dixit le rapport du CNBF, notamment le dernier rapport que nous avons eu, donc du fait de ce confinement, sont en perte d'identité professionnelle. Ce sont des personnes qui se sentent lâchées, qui ont lâché prise complètement, avec une lassitude et parfois donc des remises en question. Ce que je vous propose, à l'occasion de ce webinaire, de s'interroger sur le fait de savoir si les experts du droit, qui sont les avocats, n'auraient pas besoin de nouveaux outils qui leur permettraient de mieux s'adapter aux changements qui leur sont imposés et répondre à l'ensemble de leurs besoins, en ce compris les besoins de nature humaine. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur des questions fondamentales du type quel sens voulons-nous donner à notre avenir à titre individuel? Nous pouvons imaginer qu'avec cette crise sanitaire, puis ensuite la crise économique, le contentieux ne manquera pas. À n'en pas douter, je pense qu'on va avoir dans les mois, dans les années à venir, un océan de contentieux en matière notamment de droit social
social avec les licenciements, le droit de retrait, les RPS et j'en passe. En matière de droit de la famille aussi, en matière de conflit de voisinage, des relations interentreprises, des livraisons en retard, des contrats non honorés, des paiements retardés, pour aller même jusqu'à la faillite. Hein. Dans le domaine administratif également, hein, n'oublions pas qu'on attend toujours le deuxième tour des municipales et il faut savoir que dans cette attente, les municipalités eh bien, ne peuvent pas prendre de décisions, notamment des appels d'offres. Donc c'est un petit peu bloqué et juridiquement, ça pose des problèmes. Donc, océan de contentieux hein, qui attend hein, le monde judiciaire et comment gérer cet océan de contentieux. Alors, je pense qu'il y a certains, majoritairement peut-être, vont me dire bah, écoute, je suis avocat, Edith, moi, c'est de faire des procédures avant tout. Donc, on fera des procédures. Mais serez-vous suffisamment équipé pour assurer toute cette charge de contentieux et l'assurer d'une façon la plus optimale possible, avec la plus grande satisfaction pour vos clients, le plus efficacement possible et avec la meilleure rentabilité. À première vue, ce que l'on peut dire, c'est que nous pouvons faire un premier constat, sans être optimiste ni pessimiste, c'est qu'au niveau de notre monde judiciaire, eh bien, la machine judiciaire, aujourd'hui, telle qu'elle est, avec les réformes donc, aujourd'hui qui doivent être mises en place à partir du 1er janvier, avec le Covid-19 hein, et la crise sanitaire, eh bien, n'est certainement pas prête à redémarrer et à redémarrer plein gaz. Déjà, ils n'étaient pas plein gaz, mais là, je pense que c'est véritablement une situation particulièrement dramatique au niveau de notre machine judiciaire. Alors, quelle solution? Donc, je passe la parole à Agnès. Merci. Bonjour à tous. Donc Agnès Tavel, rapidement. Moi, je suis avocate depuis presque 20 ans, d'abord au barreau de Versailles et puis maintenant à Thonon, et médiateur professionnel depuis 14 ans. Alors l'idée, effectivement, c'est de montrer en quoi devenir médiateur ou en tout cas recourir aux techniques du médiateur, et donc on va utiliser ce mot-là, aux techniques de l'ingénierie relationnelle, peut aider l'avocat dans son quotidien. En tant qu'avocat, on est habitué, et c'est notre cœur de métier, donc on est habitué aux problématiques relationnelles. Mais les problématiques relationnelles, nous sommes formés à les aborder sous l'angle juridique et sous l'angle judiciaire. Nous apportons cette réponse juridico-judiciaire aux difficultés relationnelles que nos clients viennent nous exposer. Et avec les outils de l'ingénierie relationnelle, eh bien, l'avocat peut avoir d'autres réponse à apporter que la réponse purement juridico-judiciaire. Ça nous permet de prendre en compte, je dirais, l'aspect purement relationnel de cette difficulté rencontrée par les personnes qui viennent nous voir. Alors concrètement, on va parler, donc Edith et moi, d'autres confrères qui vont prendre la parole pour nous faire partager leur expérience, puisque nous avons tous intégré de façon différente et variée l'ingénierie relationnelle dans notre pratique d'avocat. Alors moi, ce que je dirais, c'est que l'ingénierie relationnelle, le premier point, ça m'a servi en tout premier à faire la différence entre ce que mon client exprimait, c'est-à-dire le besoin qu'il exprimait, et son besoin réel. C'est-à-dire que bien souvent, les personnes viennent nous voir et nous demandent qu'une réponse est a priori, elle est clairement exprimée. Et en réalité, si on répond d'emblée à cette problématique telle qu'exposée, on peut passer à côté. Alors, je vais illustrer mon propos avec un cas réel. C'est donc sous l'empire de l'ancien divorce, dans lequel on pouvait divorcer avec un avocat, un couple vient me voir et en me disant qu'ils sont d'accord sur tout. Ils veulent divorcer, ils ont déjà fixé toutes les modalités entre eux, le partage des biens, comment ça va se passer pour leur enfant. Et rapidement, hein, donc au cours de l'entretien, j'interroge monsieur, et donc monsieur, vous êtes d'accord pour divorcer? Oui, et madame, oui. Et c'est sur la façon, après c'est ça, les techniques de l'ingénierie relationnelle. Je dirais que si je n'avais pas eu ces techniques-là, moi j'aurais fait la procédure de divorce et ils auraient été divorcés. Et là, rapidement, la discussion, je m'aperçois que madame dit oui, elle veut divorcer, mais il y a autre chose. Et je la fais parler pour en arriver à la conclusion que
je lui ai dit finalement, madame, en fait, ce que vous souhaitez, c'est davantage divorcer de votre belle famille, avec laquelle elle travaillait, que de votre mari. Et lorsque vous dites que vous voulez divorcer de votre mari, c'est parce que c'est la seule solution que vous avez trouvée pour pouvoir vous séparer de votre belle famille, aujourd'hui en tout cas. Et elle me dit oui. Et donc, en fait, le travail a consisté, non pas à faire une procédure de divorce, mais à accompagner ce couple pour leur permettre de trouver, eh bien, je dirais, un autre projet de vie, une autre solution pour pouvoir régler la problématique première qui était celle entre cette femme et sa belle famille et qui rejaillissait dans la relation conjugale. Et donc, finalement, ils sont partis non pas sur un divorce, mais sur un déménagement. Ils ont quitté le Chablais pour aller dans le Limousin, acheter une nouvelle ferme là-bas, etc. Donc, il y a eu des aspects juridiques qui n'étaient pas du tout ceux liés à un divorce. Il a fallu céder les parts que chacun détenait dans la société familiale. Voilà, donc là, on a eu recours à un avocat spécialisé dans le domaine pour ça. Voilà, donc c'est ça. Le besoin exprimé des personnes, c'était on veut un divorce, mais le besoin réel, ça a été de trouver la réelle problématique et de trouver la solution qui pouvait être le mieux adaptée finalement à leurs attentes et à leurs besoins. Ça, c'est le premier apport que j'ai pu constater dans l'acquisition de ces techniques d'ingénierie relationnelle. Voilà, mieux répondre du coup aux réels besoins de mon client et pas s'arrêter à ce qu'il demande a priori. Il y a un autre point aussi, tout de suite, je dirais pendant et même après la formation, c'est que j'ai pu mieux accompagner mes clients en faisant des procédures judiciaires, mais de façon à ce que cette procédure soit moins douloureuse à vivre pour eux, pour les aider à dédramatiser, c'est-à-dire à ne pas prendre à chaque fois en pleine figure dès qu'il y avait les conclusions adverses ou dès qu'en dehors des prétoires, les personnes devaient se rencontrer et avaient des échanges, faire en sorte que mon client ou ma cliente subissent moins toute l'adversité qui pouvait venir de la part de l'autre partie, et donc de façon à calmer le jeu. Et un autre exemple pour illustrer ce propos, donc quand je suis arrivée en Haute-Savoie, je commence dans le cabinet dans lequel j'exerce toujours, et je prends un dossier de divorce en cours, un dossier de divorce pour faute. Qui finalement, alors on a organisé des rendez-vous à 4, le divorce se transforme en divorce par consentement mutuel, alors que c'était on était énormément dans l'adversité au départ. Donc, il y a cette procédure de divorce par consentement mutuel qui est finalisée, et quelques années après, les deux se sont remis ensemble. Voilà. Ils se sont. C'est dire que la procédure judiciaire n'a pas bousillé, n'a pas complètement détérioré la relation. Au-delà de la procédure judiciaire de divorce, l'ingénierie relationnelle a permis quand même de maintenir un lien suffisamment qualitatif. Donc ça, c'était un autre apport de l'ingénierie relationnelle. Et puis, ce qui est davantage connu, c'est le fait de pouvoir recourir à des médiations. Quand les personnes viennent nous voir, c'est vrai qu'on peut ou leur proposer une procédure judiciaire, ou éventuellement d'orienter leurs difficultés vers la voie de la médiation. Et à ce moment-là, soit on est médiateur nous-mêmes et on peut faire la médiation, dès lors qu'on n'est pas déjà rentré en tant qu'avocat dans le dossier. Et sinon, on peut tout à fait confier cette médiation à un médiateur professionnel. Et là, toi, Edith, tu as des exemples. Oui, je pense à litige de droit de la construction parce que c'est mon terrain de prédilection. Dans un dossier de construction, on a une cliente qui vient voir et celle-ci, en définitive, a un litige avec son constructeur. On est en abandon de chantier, c'est pour vous dire que la relation est particulièrement dégradée, détériorée. Donc on est en rupture quasiment du contrat, pas de garantie, puisqu'on est en abandon de chantier, en cours de chantier, il n'y a pas de garantie décennale, même d'ailleurs il n'y avait même pas d'assurance souscrite. Et plus encore, le constructeur était quasiment insolvable. J'étais comme avocat conseil. Les outils d'ingénierie relationnelle m'ont permis cette fois-ci donc de l'aider. Et au final, la relation a pu reprendre, la maison a pu s'achever et tout a été mieux sécurisé. Et d'ailleurs, cette personne
revient nous voir pour des problèmes familiaux aujourd'hui qu'elle rencontre par ailleurs. Voilà, pour illustrer donc ce propos, Agnès. Effectivement, l'avocat qui est également médiateur peut faire la médiation lui-même, ou alors l'avocat, même médiateur, mais qui ne souhaite pas le faire la médiation, ou l'avocat qui n'est pas formé peut prendre attache avec un médiateur. Et à ce sujet, dans ces cas-là, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de formaliser des partenariats avec des conventions via médiation. Et à ce sujet, tu as plusieurs exemples et je crois qu'il y a parmi nous… Oui, Carole Rostani. Bonjour à tous. D'abord, Carole Rostani, avocat au barreau d'Avignon, pour une présentation rapide. Et je suis effectivement avocat depuis une vingtaine d'années dans 3 domaines particuliers. C'est intéressant parce qu'on va rebondir justement sur la médiation et l'importance de la médiation dans ces 3 contentieux, qui est le droit du travail, de la propriété et des successions. Alors, effectivement, quand ma consoeur est venue me proposer ce partenariat, j'ai de suite saisi cette occasion parce que effectivement il y a beaucoup d'éléments favorables à cette médiation, dans le sens où déjà à la base il y a cette ingénierie qui est fondamentale pour faire avancer le dossier et favorablement. Nos expériences font que on sait très bien qu'un procès c'est quelque chose de très lourd, les gens s'épuisent, c'est émotionnel et effectivement il faut arriver à passer au-delà de tout ça pour qu'on puisse trouver une issue qui est favorable. Alors, passer la période où chacune des parties essaye d'être un peu sur un ring avec les avocats interposés, les gens commencent à s'épuiser et commencent à nous entendre en disant mais peut-être nous pouvons envisager une médiation parce que c'est un gain de temps, nous maîtrisons la procédure et il y a la maîtrise du dossier et en définitive, on peut faire de la construction juridique. Donc, en fait, j'ai envie de dire que via la médiation, on arrive sur un contentieux qui est souvent de la destruction via un dossier in fine qui va aboutir à de la construction. Et justement, à titre d'exemple, au niveau successoral, où les contentieux sont très longs, ça peut varier de 15 ans minimum à près de 30 ans, nous avons par ce moyen-là la possibilité de proposer aux personnes de faire un tour patrimonial de leurs biens et de leur dire, ben voilà, vous avez cette propriété ou ces propriétés. Sachez que si personne ne s'accorde ce bien, dans 10 ans, il va se dévaluer, il va se détériorer. Chacun va y aller de son côté pour essayer de s'approprier le bien, mais il va se dégrader parce que c'est courant, il n'y a pas toujours au niveau des frais d'entretien, c'est souvent toujours très difficile et in fine, le bien se dévalorise. Donc, l'objectif, c'est de dire, ben voilà, faisons table rase de tout ce contentieux, dépassionnons cette partie humaine et voyons ce que nous pouvons construire. J'ai à titre d'exemple, justement, en matière successorale, un magnifique mas sur lequel il y avait beaucoup d'héritiers, d'ayant droit sur ce bien. Et on a pu faire une construction, restaurer le mas, imposer une structure juridique avec des sociétés, créer de l'emploi et in fine avoir une solution positive de construction. Donc, j'ai vraiment envie de rester sur cet exemple-là pour montrer la plus-value de la médiation. Et puis, le médiateur, c'est pour ça que j'ai adhéré, bien évidemment, à cette médiation et ce partenariat de la médiation. Le médiateur, c'est un tiers. Il a un regard extérieur, apaisant, constructeur. Bien évidemment, au départ, le client veut rester avec son avocat parce qu'il est dans cette optique de contentieux assez difficile, assez houleuse, et on le comprend, c'est humain. Et à un moment donné, quand il est rassuré en disant « mais votre avocat est là, vous avez toujours la sécurité juridique, de toute façon, les médiateurs, ce sont aussi des avocats, mais avec ce regard extérieur, avec cette formation spécifique, il y a comme une sorte de sas où on peut finalement envisager la discussion et construire ce dossier. Merci pour ce témoignage. Est-ce que tu pourrais, puisque n'étant pas médiateur, mais donc avocat, et tu fais appel à un médiateur, et en l'occurrence Edith, dans les situations dans lesquelles cela te semble judicieux, et quels sont tes critères pour pouvoir décider? Est-ce que ce dossier, eh bien, on poursuit la procédure et on ne parle pas de médiation, ou là, j'estime qu'il y a besoin d'aller vers un médiateur? Alors, moi, mon critère, et alors bien sûr, il est à peaufiner parce qu'on évolue tous, et bien évidemment, et chez chaque dossier, c'est au cas par cas, mais je dirais le critère objectif que j'ai pour l'instant, c'est de dire, ben voilà, au vu de l'analyse du dossier, d'abord, je sais
effectivement, si ce dossier, par exemple, tient la route à 100%, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et ensuite, j'enlève toute la partie émotionnelle de ce dossier pour savoir s'il n'y a pas moyen de pouvoir se rapprocher, notamment quand il y a des litiges très difficiles à vivre parce qu'il y a une proximité, soit géographique, par exemple un conflit de voisinage. Donc, il est préférable, bien évidemment, de se rapprocher d'une médiation, d'envisager une médiation, et je leur explique de façon très concrète. Je leur dis, écoutez, un contentieux de voisinage, vous vous levez, vous prenez la douche, vous mangez, vous y pensez tout le temps, vous vous couchez, vous en parlez encore, donc ça va vous polluer votre existence. Et donc, dans ce type de contentieux où on vit avec au quotidien, parce qu'on le voit, parce que c'est notre voisin, parce qu'il est proche, ou parce qu'on a des problèmes au niveau de la garde de l'enfant, on ne peut pas couper la relation avec l'autre, bien évidemment. Donc, pour apaiser ces situations qui sont quotidiennes, donc effectivement, ça, c'est mon critère principal pour dire on y va. Est-ce que les personnes sont amenées à avoir des échanges fréquents ou pas? Et quand c'est fréquent, quotidien ou peut-être un peu moins, mais en tout cas régulièrement, pour éviter que ça se dégrade encore plus, à ce moment-là, tu dis peut-être que ce serait intéressant d'avoir recours à la médiation. Et c'est un discours qui passe très bien parce qu'effectivement, les gens s'aperçoivent rapidement. On est censé de façon. Voilà, la personne vient dans un cabinet, rentre dans ce cabinet, dans un cabinet, et il a déjà un passif lourd à déposer. Donc, ce que je lui dis, de suite, ça fait écho. Merci Carole pour ce témoignage. Franck Lanzy. Bonjour à vous tous. Bonjour, bienvenue parmi nous. Merci d'être là. Vous aussi. Avocat non médiateur, mais en tout cas donc ancien bâtonnier, et vous avez également sollicité Edith en tant que médiateur. Oui, tout à fait. Nous l'avons sollicité avec mon associé parce que nous nous sommes rendus compte que dans certains dossiers, soit il y avait un problème autre que le droit, problème relationnel, et puis mon associé et moi-même n'étions pas en capacité d'analyser le problème et encore moins en capacité d'apporter réponse à ce problème purement humain. Et puis, un peu comme disait notre consoeur Ostany ou notre consoeur Delbray, on voit revenir les gens, quel que soit le domaine du droit, tous les 2-3 ans, il y a toujours un souci. Je vais prendre dans une minute un exemple vraiment topique de ça. Et on se dit que finalement, les envoyer systématiquement devant les tribunaux, ce n'est plus la bonne solution. Peut-être une fois, mais quand le problème est récurrent, il faut voir de passer à autre chose que les juridictions. C'est donc dans cet esprit-là que nous avons signé le partenariat. Alors, ce que nous y avons trouvé déjà, avant même de pouvoir envoyer des dossiers, et qui nous a plu dans le partenariat, c'est la réactivité via médiation. C'est-à-dire que chaque fois que des réformes ont lieu, Edith nous convie à une réunion qui est toujours assez sympathique, et elle nous délivre immédiatement une information qui est très claire et que nous intégrons. Déjà, premier point positif. Ensuite, elle a attiré notre attention sur les outils de l'ingénierie relationnelle, parce que j'ai eu l'occasion de participer à des médiations hors via médiation, et j'étais un peu resté sur ma faim, parce que je trouvais que finalement, le rôle de l'avocat se résumait à rien du tout, et que les médiateurs étaient plus là pour compter les points que pour essayer de dénouer les nœuds de la relation humaine qui leur était présentée. Alors, nous nous sommes dit avec mon associé que ces outils de l'ingénierie relationnelle, c'était aussi des choses qu'il nous manquait à nous, parce que nous ne sommes pas formés à ça, et puis ce n'est pas nos métiers, et qu'il était donc temps d'explorer ces pistes-là. Alors, le dossier traité par via médiation. Ce que je disais une minute, dossier topique. À savoir que un client habituel du cabinet, dans d'autres domaines que la construction, puisque là c'est la construction qui est concernée, vient nous voir une première fois. Il a un litige avec une société, très bien. Ça fait 2 ans qu'on est devant le TGI de Lyon, on est en expertise, c'est merveilleux, on se fait tous des dires, je sens que ça va durer encore un certain temps. Deuxième dossier contentieux avec la même société. Et ce matin, il me téléphone, il y a très vraisemblablement un 3e dossier qui va arriver. Clairement, le droit n'est pas la réponse, ou c'est un semblant de réponse.
La vraie réponse, elle est dans les relations humaines. Pourquoi ces deux chefs d'entreprise, chaque fois qu'ils ont un contrat, finissent par se quereller? Ça échappe à mon associé, ça échappe aussi. Ensuite, l'intérêt de via médiation, un référent connu. L'espèce est dite, bon, nous sommes inscrits au même barreau. Ce qui est très important pour le médiateur. Je vous disais il y a quelques secondes, j'ai participé un jour à une médiation via médiation. L'identité des médiateurs n'était pas connue. Donc, je suis venu avec mon client, nous avons été très bien reçus, là n'était pas le problème. Mais je n'ai pas eu la possibilité en tant qu'avocat, non seulement de discuter avant la médiation avec le médiateur, pas pour tenter de le convaincre du bien fondé de la position de mon client, que ce soit mon associé ou moi, nous ne partons pas de l'idée que c'est forcément notre client qui a raison. Pas du tout. Il y a un problème relationnel, donc il y a un problème de part et d'autre. Mais en tant qu'avocat, nous devons d'exposer une situation. Donc on l'expose à un confrère. On l'expose à un confrère connu. Ça fluidifie l'échange, sans, et j'insiste beaucoup, vouloir polluer le médiateur ou la médiatrice. Ensuite, sachant qu'on aura le même référent, puisqu'on a signé cette convention, ça permet de créer, j'allais dire, un historique, un lien de confiance dans le relationnel, cette fois médiateur-avocat. J'oublie la casquette d'avocat du confrère à ce moment-là. Je parle à une médiatrice, je lui expose le point de vue de mon client, pièce à l'appui. Et puis le troisième et dernier avantage que je vois, c'est que, bon, il se trouve que notre cabinet a des clients majoritairement situés hors le département de Vaucluse où nous sommes installés. Et Edith, de suite, nous a dit que ça ne pose pas. Donc, que nos clients soient installés à quelques mètres de notre cabinet ou qu'ils soient installés à des centaines de kilomètres, on ne va pas changer de médiateur, on ne va pas changer de structure. Nous savons vers qui nous adressons le dossier et nous savons quelles sont les diligences et les soins qui vont être confiés au dossier. Alors au final, que la médiation soit réussie, ce que nous espérons, ou que malheureusement elle échoue, du fait de notre client peut-être, ou du fait de l'adversaire, nous savons que tout aura été mis en œuvre pour tenter de parvenir à la solution. Et je dis vraiment la solution et pas une solution, puisque le droit n'est qu'une solution et pas la solution. Voilà pourquoi nous avons signé ce partenariat et nous n'avons qu'à nous en louer. Merci beaucoup, Maître Lanzy. Moi, j'ai une question qui taquine un peu. Parce que en tant qu'avocat, quand on garde la main sur un dossier, qu'on fait des procédures, on va facturer. Oui. Évidemment, mais quand on envoie le dossier vers un médiateur, c'est le médiateur qui va facturer sa prestation, qui va encaisser des honoraires. Et nous, avocats, est-ce qu'il n'y perd pas quelque chose quand même? Non. Non, je vais vous dire pourquoi, de façon claire. C'est que le client ne signera pas sans être revenu vers moi. Je suis clair, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je ne fais pas de faux semblants. Oui. Le client va revenir vers moi en me disant alors, qu'en pensez-vous? Oui, ça pourrait peut-être être la solution, mais relisez-moi ça et puis conseillez-moi sur ceci ou sur cela. Vous savez, j'ai coutume de dire à mes clients, je suis autant à l'aise avec ma robe sur le dos qu'avec ma veste de costume, mais de façon très sérieuse. On est en 2020. Comme l'a dit exactement M. Delbray, nous traversons encore la période de Covid. Les tribunaux sont saturés. Les tribunaux tournent, j'allais dire, à la portion congrue. Très sincèrement, si nous voulons rendre service à nos clients, et c'est ce pourquoi nous existons, il convient de leur proposer de nouveaux modes de solution de leurs litiges. Et l'avocat ne perd pas la main, l'avocat la garde. Par contre, là où j'ai vraiment eu l'impression de perdre la main, c'est cette médiation à laquelle j'ai participé, où en tout et pour tout, j'ai pu dire bonjour et au revoir, parce que lorsque j'ai voulu intervenir 2 fois, on m'a dit « Ah non, 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 l'avocat ne doit pas prendre la parole ». Donc, je pense que nous pouvons continuer, pour rester très terre-à-terre, facturer, pour continuer de facturer nos clients. Nous pouvons continuer d'être à côté de nos clients. Et comme je disais il y a un instant, en pouvant discuter avec le médiateur ou la médiatrice sans la polluer, nous conservons tout notre rôle de conseil. Donc, je ne suis pas du tout inquiet de voir un médiateur intervenir dans un dossier. Voilà, donc en fait, on ne passe pas la main, on ne perd pas le dossier, on continue à accompagner le client, à lui apporter du conseil juridique. Mais totalement.
Il n'est pas question de dire au médiateur ou à la médiatrice, vous vous débrouillez, bien évidemment, vous trouvez la solution et vous allez en quelque sorte me substituer dans le meilleur des cas ou, pour employer des termes moins élégants, me détourner le client, certainement. Ce n'est pas dans cet esprit. Merci beaucoup, Franck Lanzy. Donc, en fait, on va dire, c'est l'illustration même de ce qui a été pensé et mis en place depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle en définitive des conventions via médiation. Les conventions via médiation, alors il faut savoir déjà que nous faisons partie, Agnès et moi-même, d'un réseau de médiateurs professionnels qui est au niveau national, voire au niveau international aujourd'hui, qui regroupe à peu près 350 médiateurs. Et à côté de ce réseau, qui est le premier réseau de médiateurs professionnels, il y a un autre réseau, qui est un réseau de partenaires, qui a commencé en définitive dans le milieu de l'entreprise. Il y a plus d'une quinzaine d'années, du fait de Jean-Louis Lascaux, qui est le fondateur. Et donc, ce réseau via médiation côté entreprise, déjà a connu et connaît toujours des partenaires du genre Biocop au niveau national, du Crédit Municipal si on cherche les banques, la Mutuelle des motards au niveau donc des assurances. Il y a aussi l'UNGE, l'Union nationale des géomètres experts, qui a signé des partenariats au niveau national. Mais plus local et d'une façon beaucoup plus spécifique, il y a également donc tout un réseau de partenaires dans le domaine juridique qui a petit à petit vu le jour. Et donc ce partenariat consiste en définitive à donc travailler en tant que médiateur professionnel dans le cadre amiable, et non plus judiciaire, dans un cadre amiable sur des dossiers avec des notaires, des huissiers de justice qui aujourd'hui, de par les petits litiges, doivent passer avant d'assigner, avant de délivrer des assignations par des médiateurs. Donc là, c'est une possibilité. Il y a également des avocats qui sont signataires donc, de ces conventions via médiation, comme Carole Rostani, comme donc Audrey Tralongo et le bâtonnier Franck Lanzy. Il y a également le cabinet Osterling, par exemple, qui me sollicite du côté de Carpentras dans ma région. Donc voilà, l'idée c'est de travailler en binôme. Comme l'a dit très justement le bâtonnier Lanzy, il y a donc un côté qui dépasse le droit. Dans un dossier, eh bien, il y a, pour reprendre également l'expression d'Agnès, un besoin exprimé, un besoin réel. Donc, dans le cadre de ce besoin réel, c'est quoi? C'est la motivation liée aux émotions qui sont tellement débordantes qu'ils envahissent même le cabinet de l'avocat. Donc, l'idée, c'est d'arriver à dépassionner un dossier, d'arriver à le travailler de façon à ce que les clients puissent être entendus, puissent être reconnus, puissent comprendre, détricoter ce qui constitue des dégradations de la relation. À partir de là, tout le travail qui a été fait par le médiateur va permettre justement de diminuer la charge émotionnelle d'un dossier. Et comme le dit le bâtonnier Lanzy, eh bien, c'est la possibilité ensuite, une fois on va dire cette charge émotionnelle donc réduite, amener les personnes à raisonner plus rationnellement. Et là, à ce moment-là, le juridique reprendra la main, puisque s'ils veulent effectivement des protocoles d'accord ou autres, bien ça, c'est l'affaire donc des experts du droit que sont les avocats, étant à côté des experts de la relation que constituent donc les médiateurs professionnels. Donc ça, c'est pour expliquer vraiment le fonctionnement d'une nouvelle génération, d'une nouvelle façon de travailler sur un dossier et surtout d'apporter, je dirais, des nouvelles solutions. Des solutions d'ailleurs qui sont autres que celui qui est offert du monde judiciaire. Donc vraiment, entre l'avocat et le médiateur, un binôme peut se faire de façon à, vous imaginez par exemple la nouvelle réforme du divorce qui va se mettre normalement en place en septembre prochain, eh bien, vous avez la possibilité de faire ce que l'on appelle les procès-verbaux d'acceptation, puisqu'il n'y aura plus de conciliation-divorce. Eh bien, pourquoi pas n'envisager que des consentements mutuels, que des divorces qui se feront en cabinet d'avocats, en ayant même la possibilité donc de dépassionner
le dossier est d'arriver à un projet de résolution de conflit. Alors, soit d'aboutir à un divorce, soit, comme Agnès vous l'indique dans 2 exemples en amont, eh bien, d'arriver à réconcilier, mais peu importe, le travail sera fait et il sera rémunéré et correspondront réellement à la satisfaction pleine du client. Il y a aussi d'autres possibilités que l'on peut proposer à nos confrères, Agnès. Oui, je dirais c'est pour aller au-delà, pour illustrer le fait que l'ingénierie relationnelle peut apporter d'autres choses que ce que l'on vient de citer. Pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, on peut devenir ce que nous on appelle, peut-être pompeusement, enfin on l'appelle être consultant en qualité relationnelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'avocat, on peut étoffer notre devoir de conseil et pour pouvoir accompagner notre client au-delà des solutions juridiques. Et je prends pour exemple l'accompagnement d'une collectivité territoriale que j'ai faite pour la mise en place, par exemple, d'un service de médiation. Donc ça, c'est également une prestation de conseil, mais qui dépasse le juridique pur, parce qu'après, il faut savoir quels sont les éléments qui sont essentiels pour qu'un service de médiation puisse être mis en place et fonctionner. Donc ça peut être ça, que ce soit d'ailleurs un dispositif de médiation obligatoire, comme c'est le cas en matière de médiation de la consommation, ou un service de médiation facultatif. Et également, en tant que consultant en qualité relationnelle, on peut aller dispenser des formations dont le contenu ne sera pas juridique, parlera de la relation, mais de la problématique émotionnelle de la relation, de ce qui fait blocage. L'idée de ces formations, c'est de pouvoir sensibiliser les personnes à ce qui peut dégrader une relation, leur permettre d'identifier quand la relation commence à se dégrader et que ça les dépasse et qu'ils ne peuvent plus s'en sortir eux-mêmes, pour qu'ils aillent faire appel le plus tôt possible à un tiers qui les aiderait à rétablir une relation plus agréable et plus sereine. Et donc, c'est vrai que ça, toi, Edith, c'est en tant que médiateur, tu as fait une intervention, une médiation qui a abouti à une rupture de la relation. Alors, on pourrait se dire que c'est un échec puisqu'il y a rupture, mais pas du tout. La rupture, c'est une possibilité à l'issue d'une médiation, mais la rupture s'est tellement bien passée, les personnes se sont entendues dans cette rupture, et donc le résultat a satisfait la personne qui t'a demandé d'intervenir, et donc après, il t'a donné une autre mission qui était celle justement de faire des formations en qualité relationnelle en interne. Donc, j'avais été sollicitée donc, par un chef d'entreprise, signataire d'une via médiation, et qui m'a demandé de faire une médiation conventionnelle avec sa DRH qui voulait partir. Et la médiation s'est très bien passée puisqu'elle a abouti, alors que ça démarrait d'une façon relativement houleuse, mais ça a finalisé finalement un accord avec un départ de la DRH, mais cet accord s'est fait dans le sens où, d'une façon inimaginable, la DRH est restée pour embaucher sa remplaçante et la former. Et plus encore, donc ça c'est le résultat de la médiation, et plus encore, le DRH, le chef d'entreprise a été tellement satisfait de cette médiation conventionnelle qu'il a voulu aller plus loin, éviter ce qui s'était passé avec la DRH et remonter dans l'anticipation du conflit. Répondre également à ses obligations en matière de sécurité, notamment santé psychologique de ses salariés, à ces nouvelles exigences légales. Eh bien, on a mis en place donc des formations en qualité relationnelle en entreprise. Voilà. Merci Edith. Alors, plusieurs confrères parmi nous ont souhaité apporter leur témoignage. Donc, on en a déjà entendu qui sont avocats non formés à la médiation, mais qui ont recours à des médiateurs. Et là, eh bien, la parole va être donnée à des avocats qui sont devenus médiateurs. Et donc, on a parmi nous Caroline Prunière, qui est avocate à Bordeaux. Bonjour Caroline. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Formidable. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à tous les confrères qui sont là. Ce que je voudrais dire, c'est que donc moi, j'exerce depuis plus de 20 ans en contentieux des affaires. Donc, j'interviens principalement pour des entreprises et dans le cadre de conflits, d'associés, de partenariats, de rupture de contrat. Donc, je ne suis pas allée spontanément vers la médiation. J'ai déjà découvert au fil des ans que les entreprises avaient de moins en moins envie d'aller au procès. Pourquoi? Parce qu'elles devaient provisionner dans leur compte pendant des années
des risques comptables importants, que le temps du procès était de plus en plus incompatible avec la vie de l'entreprise, et donc qu'il fallait essayer de trouver des modes alternatifs de règlement, enfin d'éviter le procès. Elle voulait maîtriser le risque, en fait, ce qui est tout à fait légitime. Là-dessus, je me suis donc un peu formée à la négociation. Pourquoi ? Parce que j'étais pleine d'idées préconçues et pleine de certitudes tout à fait erronées sur le fait que la médiation, c'était fait pour les petits litiges, c'était fait pour le divorce, c'était fait pour des trucs, enfin, des enjeux qui ne touchaient pas à mon activité. Ce qui était tout à fait erroné, mais donc, je suis partie sur la négociation. Et puis la négociation, j'ai vu que c'était très franco-français. En gros, je te mets un flingue sur la tempe et puis tu signes et puis je suis plus gros que toi et puis c'est comme ça qu'on négocie. Et puis on les a bien eus, on a bien négocié, donc c'était pas tellement éthique et ça ne m'allait pas. Et puis petit à petit est entrée dans le système judiciaire français la médiation. Et j'ai eu l'occasion en tant qu'avocate d'assister, comme notre confrère qui en parlait tout à l'heure, en tant qu'avocate d'une partie, à des médiations judiciaires. Et je dois dire que ça ne m'a pas du tout convaincue parce que je n'ai pas rencontré à cette époque-là de médiateurs professionnels. Je suis tombée sur des médiateurs qui étaient soit d'ailleurs des confrères qui avaient été formés par des écoles juridiques qui voulaient imposer leurs solutions juridiques, soit par des psys qui qui donnaient des peluches à mes clients. Enfin, j'ai quand même vu des trucs assez dingues. C'était pas du tout professionnel. Et jusqu'à ce que je tombe tout à fait par hasard sur l'école de la médiation professionnelle. Et je dois dire que j'ai donc commencé cette formation il y a maintenant presque 1 an et demi, 2 ans, enfin je l'ai terminée. Et dans un premier temps, j'étais en résistance. J'étais en résistance parce que les avocats sont bourrés de certitudes, même si un très bon avocat doit toujours douter. Et j'avais été biberonnée à l'art de la guerre et à l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Donc forcément, quand on venait m'expliquer qu'il fallait sortir d'une logique d'affrontement, je me disais mais je suis plus une guerrière. Un bon avocat, il doit aller au combat. Et là, on me parlait d'altérité, on me parlait d'entente. Je me disais bon, tout ça c'est le monde des bisounours. Et en fait, c'est pas du tout le cas. J'ai découvert une formation extrêmement exigeante qui demande donc d'acquérir des compétences. Ça ne s'improvise pas du tout. C'est vraiment un nouveau métier. Et pour moi, ça a été une découverte absolument exceptionnelle et ça a pris des mois de changer un peu de paradigme, de me dire en fait, notre métier d'avocat, c'est certes porter la parole de nos clients, mais c'est aussi leur apporter des solutions qui puissent les satisfaire et les amener surtout à se réapproprier leur libre arbitre. Dire à des personnes et à des entreprises, mais si vous avez le choix, si vous pouviez vous trouver une solution, quelle serait-elle ? Et là, de voir qu'en fait, ils ont tous des tas d'idées et qu'on n'attend pas de subir la décision d'un juge qui va arriver peut-être un jour quand ils auront le temps de rédiger une décision et quand on sera au bout de 10 années de procédure où on viendra nous dire il y a 10 ans, c'est machin qui avait raison, alors que 10 ans plus tard, ça n'a plus aucun intérêt. Mais c'est de se positionner dans une logique d'avenir qui consiste à co-construire en fait un projet d'entente, soit pour mettre un terme à une relation, soit pour l'aménager, soit pour la reprendre, ce qui est tout à fait... c'est extrêmement enrichissant humainement, extrêmement satisfaisant. Et pour moi, c'est vraiment le cœur de la vocation de l'avocat et de notre liberté. Donc, pour moi, c'est même pas une option. C'est que je suis désormais totalement convaincue que l'avocat de demain doit également être un médiateur professionnel. Il n'y a pas d'alternative possible. Mais c'est cette formation-là, ces techniques d'ingénierie relationnelle. Alors, l'ingénierie relationnelle, c'est tout un tas d'outils. Je ne peux pas la synthétiser plus. Ça m'a apporté énormément de choses au fur et à mesure de la formation. D'abord, dans la relation client, même les rendez-vous, les entretiens clients, j'étais amenée à leur poser des questions que je ne leur posais pas auparavant, à leur faire parler de certaines choses que je n'aurais pas envisagé de questionner avant, tout en ayant évidemment mes compétences juridiques. Les relations avec mes associés, les relations avec mon personnel. Ce que disait Edith est tout à fait juste dans le quotidien, même avec mes adolescents. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est au-delà de la profession d'avocat. Mais ensuite, on se tourne dans une logique qui est constructive. On n'est pas dans la logique de on va les piler, on va gagner, on va les écraser parce que c'est pas satisfaisant, puis c'est pas nécessairement ce que veulent les clients en réalité. On a été formés un peu comme ça, surtout en judiciaire, mais finalement, on va beaucoup plus creuser sur le besoin effectivement non exprimé mais réel du client et l'amener en fait à éclairer son horizon.
Et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et je ne peux pas en dire plus là, mais pour moi, ça a été extrêmement positif. Et là, on est en train on va ouvrir notre offre de médiation professionnelle, au sein du cabinet. Et j'y tiens absolument. Et je considère que toutes ces notions qui sont enseignées, ça prend beaucoup de temps de se les approprier. Ça ne s'improvise pas. C'est extrêmement exigeant. Ça doit être rationalisé. Il faut beaucoup d'entraînement. Je suis très humble là-dedans parce que je n'ai pas encore commencé réellement à pratiquer officiellement. Je vous ai observé toutes les deux en tant que consoeurs et c'était d'autant plus surprenant pour moi que dans cette formation, on vous dit les avocats essayent de tirer à eux la couverture de la médiation. On est un peu schizophrène dans un premier temps. On se dit est-ce qu'on est des ennemis, est-ce qu'on est des amis, est-ce que tout peut bien se passer? Et en réalité, c'est extrêmement intéressant et je pense que l'avocat de demain doit absolument s'approprier. C'est ce dont on parle des soft skills. Dans le monde de demain, forcément, c'est l'humain qui va être au cœur. On va être entouré d'intelligence artificielle et savoir manier ces outils d'ingénierie relationnelle ne peut être qu'un plus. Merci Caroline. Donc, ce que tu dis, c'est qu'après avoir déjà dénigré dans un premier temps compte tenu de ce que tu avais expérimenté, donc la médiation, après avoir fait une formation à la négociation mais qui ne t'a pas convaincu, voilà, tu es finalement allé te former à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. C'est ce que tu dis quand tu parles de médiateur professionnel, donc l'école dont le siège est à Bordeaux, et que les débuts n'ont pas été simples. Non, mais en plus, ce qu'il faut dire à nos confrères, c'est qu'on ne perd pas son identité d'avocat. On acquiert d'autres compétences, on exerce différemment et on en est bien. Moi, je considère que je suis bien meilleure avocate aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Oui, c'est ce que tu dis, ça te permet d'aller plus en profondeur dans la relation avec tes clients. Mais là, et c'est un point nouveau donc on n'avait pas abordé depuis le début de ce webinaire, mais tu dis que ça a même eu des effets positifs dans ta relation donc, entre associés, avec tes collaborateurs et même en dehors du professionnel. Tu parles donc avec les ados, avec les enfants, mais voilà, c'est donc tous les bénéfices de ces outils de l'ingénierie relationnelle. Et au point que vous êtes en train de réfléchir à mettre en place un service de médiation en interne. Absolument. Pour proposer ce nouveau service, avoir une nouvelle prestation de service à destination des clients du cabinet. Exactement. Et encore une fois, tu as effectivement aussi ce que tu as énoncé comme étant d'être consultant en qualité relationnelle, c'est encore une autre possibilité à terme. Mais ce que je trouve très important juste d'ajouter, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas considérer que la médiation, c'est un mode alternatif de résolution des différends au rabais. Plus l'enjeu est important, plus la pression est importante. Et puis, ce n'est pas uniquement se dire « Ah oui, mais c'est des conflits de personnes, nous, on fait des… » Dans les entreprises, souvent, on entend ça. Non, mais nous, c'est un problème de contrat, ce n'est pas un problème de personnes. En réalité, derrière, il y a un contrat, il y a toujours des personnes. Donc, tout ce qui fait la relation, en réalité, c'est-à-dire tous les domaines du droit, sont concernés et peuvent être résolus grâce aux outils de l'ingénierie relationnelle et à l'intervention des médiateurs professionnels. Donc, selon toi, effectivement, dans toutes les affaires, finalement, quel que soit le domaine, familial, matière professionnelle, donc droit des contrats, droit du travail, monde des affaires, le passage en médiation, aller voir un médiateur, devrait être systématique, un réflexe. On se fait accompagner par des avocats pour l'aspect juridique, mais on se fait accompagner par un médiateur pour l'aspect émotionnel et affectif de cette relation. Et l'avocat ne doit pas être le concurrent du médiateur. En fait, l'avocat doit se former à cette technique de médiation professionnelle et plus il y aura d'avocats formés, plus les différends pourront être résolus, parce que les résistances qu'on a en ce moment, c'est les avocats qui sont anti-médiation, qui considèrent que c'était ce que j'étais il y a 2 ans, entre nous soit dit, hein, donc je reste très humble. Merci beaucoup Caroline pour ton témoignage. Merci à vous. Alors, un deuxième témoignage de Fabienne. Bonjour, et puis bonjour à Edith aussi. Voilà, c'est très intéressant, merci. Donc, peut-être mon point de vue est un peu différent des autres, puisqu'en fait, moi, je fais plus de conseils que de contentieux. Je suis installée depuis 2018 à mon compte, donc ça ne fait pas très longtemps, et je suis ravie d'avoir fait cette formation, parce que dans le cadre du conseil, je trouve ça très utile, et peut-être qu'on pourrait même utiliser le terme confortable, en fait. Parce que, en fait, la distance que donne l'ingénierie relationnelle permet aux clients, à moi-même, je trouve une meilleure concentration, un esprit plus rationnel et donc facilite vraiment le fait de trouver des solutions qui soient
conforme à la volonté du client et satisfaisante. Voilà. Donc, ça permet aussi de mieux accueillir pour le client dans l'adversité, de mieux la vivre. Donc, justement, en prenant la distance que l'ingénierie relationnelle permet d'avoir, c'est-à-dire qu'en ne se sentant pas tout le temps remis en cause, mais en écoutant le point de vue de l'autre de façon plus ouverte. Donc, permet aussi de mieux se concentrer. Quand on est moins ému, en fait, on entend mieux et on trouve de meilleures solutions. Ça permet aussi d'accueillir la contradiction non pas en cherchant toujours à avoir raison, à avoir le dernier mot. Moi, je fais de la session de fonds de commerce, j'espère en faire beaucoup, parce que justement, ça a un caractère très humain et que finalement, derrière les négociations, derrière les exigences de chacun, souvent, il y a la vie d'une personne, une entreprise qui a été créée, donc, quelque chose de fort qui doit être pris en compte pour pouvoir mieux négocier, mieux arriver à de meilleures solutions. Voilà. L'ingénierie relationnelle, tu trouves que ça va tout à fait pour les négociations. Ça, c'est vrai que c'est un point à souligner. C'est que la formation qu'avait suivi Caroline en négociation n'avait pas ce contenu-là et elle n'avait pas trouvé ça performant et efficace dans sa pratique. Ce que tu apportes là, c'est intéressant puisque avec les outils du médiateur, de l'ingénierie relationnelle, on peut tout à fait pratiquer des négociations, avoir la posture du négociateur. Et en tant qu'avocat, on a cette posture de négociateur. Et ce qui permet par contre de négocier et donc de discuter différemment, parce qu'on a cette posture différente dans l'altérité, comme nous le disait Caroline tout à l'heure. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Je recommande chaudement, et effectivement, le fait qu'au sein du barreau, nous soyons de plus en plus nombreux à être formés, c'est aussi un gage de réussite, puisqu'en fait, on aurait ensemble la même démarche, parce que c'est difficile quand d'un côté, on a une attitude d'adversité peut-être, et de l'autre d'altérité. C'est difficile parfois à trouver des solutions, en fait. Donc, c'est vrai que ce serait bien que cette nouvelle approche d'entente se répande au sein du barreau. Voilà. Qu'on puisse être plus nombreux à avoir le même langage, finalement. Exactement. Merci beaucoup, Fabienne, pour ton témoignage. Alors, nous avons également Anne-Gaëlle. Oui, bonjour à tous. Ah, ça y est. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très, très bien. Donc, Anne-Gaëlle qui nous envoie un petit peu de soleil. À Cavaillon, il y a un très beau soleil en ce moment. Edith doit pouvoir confirmer d'ailleurs. Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais juste rebondir, si vous me le permettez, donc aux propos de Caroline et de Fabienne. Donc, je suis tout à fait d'accord avec mes consoeurs et collègues médiateurs professionnels. Moi, donc, je suis avocat au barreau d'Avignon, inscrite depuis 2016, et je suis médiateur professionnel depuis 2011. J'interviens principalement en droit des sociétés. Donc, si je me suis intéressée à la médiation, c'était parce que lorsque j'avais des créations de sociétés qui généralement étaient, on va dire, soit familiales, et c'est souvent le cas, ou entre amis, il arrivait parfois, au moment où on le connaît tous, des assemblées générales d'approbation des comptes, où on se réunit tous annuellement, on se rendait compte que le week-end d'avant, il y avait pu y avoir soit une dispute entre belles-sœurs et les frères ne pouvaient plus se parler, soit des conflits, les anciens amis n'étaient plus des amis. Et arrivé le jour de l'assemblée, eh bien, plus personne ne voulait signer les documents. Donc, et le problème n'était pas le problème technique, juridique, puisque la société se portait très bien, mais on était vraiment face à des problèmes relationnels, donc des problèmes humains. C'est ce qui, à l'époque, déjà en 2010, moi, m'avait mis la puce à l'oreille. J'avais vraiment constaté qu'avec ma formation juridique, je n'étais pas du tout formée à intervenir sur ce genre de problématiques. Et donc, je m'étais intéressée à la médiation. Donc déjà à l'époque. Et effectivement, en faisant cette formation de l'EPMN et en devenant médiateur professionnel, j'ai pu acquérir ces outils, donc les outils de la qualité relationnelle, et qui me permettent d'intervenir désormais et donc de régler et de résoudre vraiment, parce qu'on est vraiment dans de la résolution de conflits, et donc d'apporter cette expertise à mes clients.
Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que c'était vraiment ça. Ça apporte vraiment une pierre à l'édifice. Ça nous donne une compétence complémentaire, supplémentaire, je dirais, et une efficacité pour résoudre les litiges auprès de nos clients. Alors, dans ma pratique, moi, ce qui a changé, c'est vraiment maintenant dans tous les documents que je rédige, et c'est ce que j'explique à mes clients, que ce soit des statuts, que ce soit des contrats, des conditions générales de vente, je mets des clauses de médiation préalables et j'explique à mes clients l'intérêt qu'il y a d'avoir des clauses de médiation préalables. Puisque notamment en droit des affaires et en droit commercial, on le sait, les entreprises ont un besoin d'efficacité, de régler les problèmes rapidement, on l'a dit, et aussi un grand souci de confidentialité. Et ça, je pense que c'est très important, puisqu'on rappelle que quand on passe au contentieux, qu'on judiciarise une affaire, effectivement, il y a une publicité qui est faite. Or, pour les entreprises, si elles commencent tous à s'attaquer et qu'il y a une publicité qui est faite, effectivement, les relations ensuite commerciales s'en trouvent dégradées. C'est aussi l'image de marque des sociétés. Donc, il y a aussi également l'aspect qualité relationnelle avec les salariés, mais ça, je pense que vous allez peut-être plus le développer après. Et tout ce qui est en prévention, tout ce qu'un médiateur professionnel peut apporter à ses clients en matière de prévention, sur la qualité relationnelle notamment. Enfin, le dernier point moi, que je souhaiterais apporter, c'est de dire aux confrères qui sont présents et qui s'intéressent à la médiation, alors étant une jeune avocate, je pense aussi, et avec ce côté droit des affaires, je pense qu'à un moment, en tant que chef d'entreprise, puisque maintenant les avocats sont des chefs d'entreprise, on se doit d'avoir une réflexion de chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir, et ça va être des gros mots, hein, je suis désolée, mais quel est notre produit? Qu'est-ce que nous vendons? Voilà, quel est notre marché? À qui est-ce que nous nous adressons? Or, si vous dites mon produit, certes, je suis un expert, mais bon, maintenant, on peut trouver des choses à des prix très concurrentiels sur Internet, bon, pour une qualité très mauvaise, on va dire. Mais je vais dire, voilà, moi, si je propose une procédure qui va durer 2 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, avec un aléa judiciaire, donc en plus, je ne sais pas finalement le résultat que je vous vends, si je vous vendrais un produit comme ça, je ne vous ferai pas rêver. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi s'intéresser en tant qu'avocat aux produits que l'on vend et à qui on le propose. Et effectivement, quand on regarde l'image qu'ont les justiciables des avocats, elle est souvent plus que dégradée. Elle est délétère. Voilà. Donc, avec un coût très important. Parce qu'en plus, ce produit que je vous vends, il vaut très cher parce que c'est un expert. L'avocat le sachant, voilà. Donc, je sais que ça peut heurter, et c'est peut-être aussi le sens de mon propos, parce que je pense qu'à un moment, il faut se heurter et se considérer face à ça, et se dire qu'est-ce que je peux faire pour justement améliorer mon produit, améliorer la prestation que je peux proposer à mon client pour sa satisfaction. Et là, je trouve que la médiation professionnelle est vraiment un atout supplémentaire, puisque là, je peux proposer un processus structuré, professionnel, confidentiel, qui va vite. Une médiation, c'est 2 ou 3 mois maximum. Donc, quand on parlait de réactivité, ça a toute sa place. Du coup, les coûts sont maîtrisés. Voilà, et on part vraiment sur de la résolution de litiges et de conflits. Et vraiment, même pour une médiation qui n'aurait pas une solution, il y a toujours une qualité relationnelle qui est apportée, il y a toujours une amélioration dans les échanges. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Donc, je vais rebrancher le micro des avocats qui sont intervenus. La première question, les avocats ont-ils besoin de nouveaux outils ou bien plus fondamentalement d'un nouveau paradigme? L'un découle de l'autre en fait. C'est vrai que tout va partir de l'idée d'avoir un nouveau paradigme. Et c'est ce qui peut être heurtant dans cette approche et dans cette formation. Et Caroline vous en parlait. Et ce n'est pas la seule à être parfois heurtée au départ parce qu'il s'agit vraiment d'adopter dès le départ une nouvelle représentation, un nouveau paradigme. On va avoir d'un côté le paradigme dans lequel nous sommes et auquel nous sommes habitués et formés, c'est le paradigme du contrat social. Et dans l'ingénierie relationnelle, on va mettre en avant le paradigme de l'entente sociale. Et du fait de ce changement de paradigme, eh bien, il va falloir qu'on puisse acquérir de nouveaux outils. Dans le paradigme du contrat social, on va avoir l'outil juridique. Et dans le paradigme de l'entente sociale, on va avoir les outils de l'ingénierie relationnelle.
Voilà, donc je dirais que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les outils, ces nouveaux outils découlent du fait que nous sommes dans un nouveau paradigme. Donc voilà pour cette première question. Question suivante. Faut-il être encore dans le dossier pour préconiser la médiation? La posture du médiateur, elle est évidemment indépendante, impartiale. Donc, en réalité, c'est d'où l'importance d'avoir un réseau de médiateurs professionnels avec lesquels on travaille, puisque l'avocat ne peut pas, de par sa déontologie, être à la fois le tiers neutre et impartial qu'est le médiateur et en même temps défendre son client. Donc, soit on endosse le costume de médiateur entre deux parties mais qui ne sont pas clients du cabinet, soit on est avocat d'une partie et s'il y a besoin de médiation, on leur permet de recourir aux compétences d'un autre médiateur professionnel. Donc en plus, ça crée du lien, ça crée un réseau d'entraide. Ce n'est pas nécessairement non plus l'avocat qui a été médiateur. D'ailleurs, ce n'est pas lui, l'avocat qui est médiateur professionnel, qui va ensuite rédiger tout ce qui est modalité d'exécution de l'accord de médiation, puisque lui-même a été médiateur. Donc, il ne peut pas être à la fois intervenant, sauf si les deux parties sont d'accord dans des cas très spécifiques. Mais moi, à titre personnel et par rapport à ma déontologie, j'aurais tendance à dire aller voir un autre avocat pour mettre en musique l'accord de médiation, puisque je suis intervenue comme médiateur. Donc, je réfléchis beaucoup à toutes ces problématiques de déontologie, d'impartialité, qui sont, à mon sens, extrêmement rigoureuses, qui font déjà l'habit de l'avocat au départ et les réflexes de l'avocat, mais qui permettent du coup de développer et un réseau d'avocats et un réseau de médiateurs professionnels, avocats ou pas d'ailleurs. Voilà. Merci Caroline. Alors, le point suivant, c'est celui de savoir quelles sont les conditions de pratique avocat-médiateur. Quand on a les deux casquettes, eh bien, comment fait-on? Comme le disait par exemple Caroline, qui est en train de mettre en place un service de médiation, donc c'est carrément en interne. Pour ma part, moi, je ne pratique pas dans la même structure. C'est vrai qu'après, tout dépend de la façon dont on envisage le développement de ces deux activités. Il y a les directives qui sont données par le Conseil national des barreaux. Après, il y a les ordres qui ne vont pas forcément dans le sens des directives du CNB, puis ce ne sont que des directives. Le CNB, pendant un temps, disait, alors tout en incitant les avocats à devenir médiateurs et en créant cette plateforme nationale de médiateurs avocats, donc d'une part pour favoriser le développement de la médiation, mais d'autre part, le CNB nous disait, quand vous êtes avocat et médiateur, il ne faut pas avoir les mêmes locaux, il ne faut pas avoir la même comptabilité, il ne faut pas avoir le même papier en tête. Bref, il faut vraiment bien scinder vos deux activités de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des clients, premièrement, et également de façon à ce qu'on ne puisse pas utiliser votre statut de médiateur, qui n'est pas un statut protégé, pour pouvoir, je dirais, attaquer votre statut d'avocat qui, lui, est protégé. Très clairement, c'était de dire aujourd'hui, si on veut perquisitionner chez un avocat, c'est compliqué. Voilà, grâce à la protection de l'avocat, on ne rentre pas comme ça dans un cabinet d'avocat. Un médiateur n'est pas protégé comme un avocat. On peut plus facilement aller perquisitionner chez le médiateur. Donc, l'idée du CNB, entre autres, c'était de dire on ne peut pas, il ne faudrait pas qu'un juge d'instruction puisse dire vous allez perquisitionner chez ce médiateur, et ce sont les mêmes locaux, l'avocat médiateur a les mêmes locaux, et du coup cette perquisition donnerait accès au dossier de l'avocat. Imaginez, quelqu'un vient vous voir, vous expose sa problématique, il vient chez l'avocat et vous dites, mais écoutez, moi dans cette situation, je préconise plutôt la médiation, donc écoutez, on va changer parce que là on est dans mes bureaux d'avocat, donc on va aller à l'autre adresse, dans mes bureaux de médiateur. D'un point de vue purement pratique, c'est pas simple de vraiment séparer. Donc voilà, après on est plusieurs à prendre des libertés par rapport à… il y a les directives du CNB qui ne sont que des directives, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus obligé de suivre à la lettre ces directives, d'autant plus qu'elles évoluent, ces directives-là. Donc je dirais que parmi les avocats médiateurs, il y a différents cas de figure. Donc des avocats qui ont fait le choix de recevoir les clients dans la même salle d'attente parce que ce sont les mêmes locaux, qu'ils aillent voir l'avocat ou le médiateur. Ça va être le même papier en tête parce que comme il y a une compatibilité entre les deux professions, on peut mettre sur son papier en tête avocat et médiateur. Ça va être la même comptabilité. Voilà. Donc, je dirais qu'après, c'est au choix de chacun. Oui, c'est au choix de chacun. C'est vrai qu'il est impensable d'envisager une double structure
parce que le client, en fait, qui vient de vous voir, il ne sait pas en fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut faire une procédure? Est-ce qu'il veut aller au-delà de cette procédure ou est-ce qu'il veut simplement qu'on l'écoute? Il a des choses, hein, besoin réel, besoin exprimé. Donc ça, c'est difficile. Donc, pour ma part, comment j'exerce? Eh bien, j'exerce dès le départ avec une consultation que je donne en tant qu'avocat médiateur professionnel. Et j'indique bien dans cette consultation qu'il s'adresse non seulement à un avocat, mais également à un médiateur professionnel. Et qu'à l'issue, il va falloir qu'il se positionne sur est-ce qu'il veut donc un avocat, est-ce qu'il veut un médiateur professionnel. Et à partir de là, eh bien, je ne peux ni basculer de l'un à l'autre. Quand j'ai choisi d'être médiateur aux côtés de cette personne, pas aux côtés de cette personne, mais d'être le médiateur, je lui explique bien que je suis neutre, indépendant, impartial, et qu'à partir de là, ça ne sera pas mon client. Donc j'aurai contact auprès de l'autre. Si la médiation aboutit, très bien. Si la médiation n'aboutit pas, je ne pourrai pas reprendre la main sur un dossier et envisager donc de le défendre en tant qu'avocat. Donc, il faut être clair, tout simplement dès le départ, avec la personne qui, dans le locaux, qui ne vous connaît pas, voit simplement une étiquette avocat médiateur professionnel. C'est pour ça que je privilégie, je dirais, les consultations premières, les premières prises de contact, pour bien expliquer les rôles de chacun et ce que lui, il veut réellement. Une fois qu'il s'est positionné, eh bien, soit je le reçois en qualité de médiateur professionnel et à partir de là, je commence les entretiens individuels et les prises de contact avec les autres personnes, ou bien à ce moment-là, je suis avocat et là, je fais mon boulot d'avocat avec, c'est vrai, des penchants donc avec des petits outils que j'utilise d'ingénierie relationnelle qui lui permettent justement de dépassionner son dossier, de voir peut-être au-delà de ses émotions vécues et de pouvoir prendre une meilleure décision. Et alors, à ce moment-là, quand j'ai l'étiquette d'avocat, eh bien, je peux être très bien un bon négociateur à ses côtés, parce que ça aussi, c'est une troisième possibilité, donc d'être l'avocat négociateur à ses côtés, pour pouvoir intervenir donc à ses côtés. C'est le cas en ce moment d'une salariée, une responsable donc d'une grosse structure qui donc veut malheureusement qu'elle parte. Eh bien, je suis à ses côtés en qualité d'avocat. Donc, c'est-à-dire que j'ai sauvegardé ma possibilité de pouvoir lui faire une procédure, pour elle, donc dans ses intérêts par la suite. Mais avant tout, on est en phase de négociation et j'espère que cette négociation donc aboutira, d'autant qu'on dispose quand même des outils de l'ingénierie relationnelle. Alors, que l'on ne peut pas détailler aujourd'hui, c'est très, très complexe. C'est basé sur des modes de communication, sur le fait que partant d'un individu qui est un système communicant, donc on ne peut pas vous en dire plus que ça, parce que sinon on dépasserait, on déborderait, on irait sur les 12 heures de formation minimale en qualité relationnelle, mais si vous voulez, ce sont des outils qui sont efficients et qui permettent justement d'intervenir, d'assister, comme le disait Agnès, donc en qualité d'avocat, cette fois-ci négociateur aux côtés de son client. Sachant qu'au niveau de la réglementation évoquée tout à l'heure par Agnès, au niveau du CNB, c'est très, très ambigu. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, depuis 6 ans que j'exerce en tant qu'avocat médiateur professionnel, que je n'ai jamais eu aucun souci, bien au contraire, puisque dès lors que je suis claire avec mes clients, dès lors qu'il n'y a pas, je dirais, de bascule et d'un côté d'un poste à l'autre, eh bien, tout est clair pour tout le monde. Alors, question suivante, c'est quelle action auprès du ministère de la Justice pour rendre la médiation obligatoire? Alors là, c'est une action qui a démarré il y a… Moi, j'ai adhéré en fin 2006 à la CPMN, donc c'est le syndicat des médiateurs professionnels. C'est pas toujours évident d'avoir un écho auprès des personnes qui nous reçoivent au ministère, mais on a vu que la législation a quand même pas mal évolué ces dernières années, avec dans un premier temps une expérimentation qui a consisté à rendre la médiation obligatoire dans certains contentieux, donc notamment en matière familiale, certains domaines de la matière familiale, et devant certains tribunaux. Et puis, donc, au-delà de cette expérimentation, on voit la médiation qui devient obligatoire dans les contentieux dits petits contentieux, c'est-à-dire inférieurs à 5 000 €, certains contentieux de voisinage. Voilà, c'est vrai que
on voit la législation qui évolue pas mal ces dernières années, tendant à rendre, voilà, je cite ça, la médiation qui devient obligatoire pour le professionnel qui est en lien avec des consommateurs. Voilà, on voit que ça, c'est des démarches via donc la rencontre de personnes auprès des ministères, des communiqués de presse, des conférences. Voilà, on se retrousse les manches et puis on prône le droit à la médiation. C'est-à-dire, plutôt que de parler de médiation obligatoire, vous voyez, c'est contraignant, on n'est pas libre. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on parle du droit au juge. C'est-à-dire que toute personne qui connaît une difficulté relationnelle a le droit d'aller voir un juge. Et donc, celui qui voudrait discuter, qui voudrait communiquer, eh ben non, celui-là, il serait, je dirais, traîné en justice par celui qui veut aller voir le juge, c'est-à-dire finalement se soumettre à la décision d'un tiers. Et donc, nous, l'idée, c'est d'inverser, encore une fois, c'est de changer le paradigme, d'inverser ça et de dire, maintenant, à partir du moment où les personnes sont en difficulté relationnelle, elles ne s'entendent plus, aller leur permettre de tout de suite voir un juge, c'est-à-dire quelqu'un qui va décider pour eux. Donc, non seulement ils vont voir l'avocat qui va s'exprimer pour eux, donc les personnes vont perdre leur liberté d'expression, et ensuite, elles vont aller voir un juge qui va décider pour eux. Donc, les personnes perdent une deuxième liberté, c'est leur liberté de décision. Donc, au contraire, nous, on fait la promotion de la liberté. Ce qu'on veut, c'est rendre les personnes acteurs. Et donc, pour être acteur, il faut être libre. Et donc, on préconise l'idée du droit à la médiation. C'est de dire que lorsque les personnes sont en difficulté dans la relation, eh bien, elles devraient pouvoir avoir le droit d'aller voir un médiateur qui les aiderait à échanger, à discuter, à vider leur sac. Voilà. Et à se dire les choses, à poser carte sur table, mais avec le savoir-faire et le savoir-être du médiateur pour que, en se disant les choses, ce soit le moins douloureux possible et pour que, grâce à ce tiers-là, les personnes puissent trouver ensemble, construire ensemble ce qu'elles veulent pour leur relation et donc ne pas laisser quelqu'un décider pour elles. Donc, c'est plus ça. Nous l'idée, on porte non pas l'idée de la médiation obligatoire, mais l'idée du droit à la médiation, qui est plus cohérent avec avec le paradigme dans lequel nous nous trouvons. Voilà pour… En privilégiant bien évidemment la notion de liberté des parties, de pouvoir décider d'elles-mêmes de ce que sera leur projet de résolution de conflit. Et ça a tout son sens déjà dans le domaine du droit de la famille, où rien que les parents savent quand même mieux ce qu'il faut et ce qui est bien pour leurs enfants. Le fait de dire je confie mon dossier au juge, c'est se priver de toute liberté de décider de ce qui est bon pour leur avenir. Merci Edith. Alors, question suivante. Quelles compétences pour être médiateur ? Ce qu'il faut, c'est que vous ayez envie de découvrir autre chose. Voilà. Et de ne pas avoir peur, comme vous avez pu l'entendre au cours de ce webinaire, pas avoir peur d'être bousculé. Voilà, parce que c'est vrai qu'acquérir un nouveau paradigme, et forcément, ça bouscule parce qu'on peut être amené à repenser à des situations passées, à la façon dont on a réagi, la façon dont on les a traitées, se dire « mince, mais j'ai fait n'importe quoi, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça ». L'idée n'est pas de s'en vouloir pour ce qui est passé. L'idée, c'est d'acquérir de nouveaux outils, un nouveau savoir-faire, enfin de nouveaux savoir-faire, des savoir-être, pour pouvoir faire différemment pour après. Voilà. Donc, je dirais que les compétences de départ, c'est d'avoir envie de découvrir autre chose. Puis après, eh bien de s'impliquer dans la formation. Et puis, les compétences, elles s'acquièrent au fur et à mesure. Et comme le disait Caroline, eh bien, même à la fin de la formation, d'ailleurs, on n'a pas à la fin de la formation un certificat de compétences, on a un certificat d'aptitude à la profession de médiateur. C'est-à-dire qu'on est apte à commencer à apprendre finalement. On est en perpétuelle acquisition de compétences et on est au quotidien en train de renforcer nos acquis et de progresser justement. Autre question, une transaction n'est-elle pas déjà de la médiation professionnelle ? Quand on parle de transaction et dire une transaction c'est une négociation, en fait on confond deux choses parce que quand on parle de transaction, c'est un accord entre les personnes, un accord qu'on aura qualifié de transaction. Alors que quand on parle de médiation, on parle de la voie empruntée pour aboutir à un accord. Donc, une médiation peut aboutir à un accord
peut permettre d'aboutir à un accord ou pas. De même que la négociation, c'est également le chemin emprunté. La négociation peut permettre d'aboutir à un accord qui sera une transaction ou pas une transaction. Donc, on ne peut pas comparer négociation et transaction ou médiation et transaction, mais éventuellement médiation et négociation. Et en fait, quand on choisit la médiation ou la négociation, ce qui va changer, c'est la posture du tiers. Selon que je suis médiateur ou négociateur, je n'aurai pas la même posture. Quand je suis médiateur, je suis indépendant, impartial, je ne prends pas parti, et neutre, je ne vais pas vers une solution prédéterminée. Je n'ai pas d'avis à avoir sur la solution. Alors que quand je suis négociateur, je suis dépendant, je suis partial, puisque je représente les intérêts de l'une des parties, et je ne suis pas neutre, puisque par définition, je vais choisir une solution, et je vais essayer, je dirais, d'aboutir à une solution qui serve les intérêts de la partie que je représente. Voilà, donc on n'a pas du tout la même posture. Par contre, on peut utiliser des outils qui seront les mêmes. Et puis l'un ou l'autre, que ce soit médiation ou négociation, ça peut permettre d'aboutir à un accord qu'on qualifiera d'accord transactionnel ou pas transactionnel, selon qu'il y ait ou pas concession réciproque. Il y a quelqu'un qui m'interroge sur de quoi s'agit-il, les livres qui sont derrière vous. Eh bien, ce sont des livres, donc pratiques de l'ingénierie relationnelle et dictionnaire encyclopédique de la médiation professionnelle, rédigé par Jean-Louis Lascaux. Il faut savoir qu'en complément, donc ces livres sont disponibles sur notre site de l'EPMN. Et il faut savoir aussi que nous sommes en train de réactualiser donc le code de la médiation. Il faut savoir que Agnès Tavel et Jean-Louis Lascaux ont été les premiers à mettre, je dirais, en œuvre un code de la médiation, comme nous avons le code civil. Eh bien, il existe un code de la médiation qui rassemble les principaux textes en matière donc, de médiation. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé. Merci aux confrères qui ont bien voulu témoigner. Et puis, en espérant vous revoir très bientôt. Merci bien. Au revoir. Au revoir.